Bonsoir. Ok, bienvenue pour cette dernière séance du soir avec un petit peu de détente. Alors, on va faire un petit disclaimer. Cette séance n'est pas technique, donc si vous vouliez voir du code, c'est pas ici. Cette séance ne sera pas un résumé de Black Mirror, promis, no spoil, quoique des fois la réalité dépasse la fiction. Ceci, c'est une proposition. C'est de vous dire, aujourd'hui, les sujets de l'IoT sont plutôt maltraités, sont plutôt traités par des gens qui ne savent pas ou veulent influencer les discours dans un sens ou dans l'autre. Et donc, mon but, c'est de vous apporter des arguments. C'est un peu le choix de Matrix, c'est de vous dire, je vais vous donner les deux pilules pour vous permettre de choisir. Je vais vous donner les pour, les contre, et puis ce qu'on peut attendre de ça. Alors, ceci, c'est un exercice dialectique. On va faire une dissertation. Ça nécessite de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que de l'IoT d'abord, parce que l'IoT, c'est très très vague, c'est très très vaste. Ça sera forcément quelque chose qui va s'inscrire dans une temporalité. Ce que je dirais aujourd'hui, on est en juin 2019, pour les gens qui éventuellement regarderont la vidéo plus tard, n'est valable qu'en juin 2019. Et encore une fois, la réalité dépasse la fiction à une vitesse grand V, donc peut-être que la semaine prochaine déjà, on aurait des éléments supplémentaires. Et forcément, dès l'instant où on parle IoT, on va aussi parler d'autres choses. Parce que parler d'IoT sans se dire, à un moment donné, on va parler de choses en face pour le connecter, c'est compliqué. De se dire, on va produire des données, à un moment donné, on va les traiter. Donc on parlera de big data, on parlera d'intelligence artificielle ou ce genre de choses. On ne le fera pas directement. J'essaierai de vous l'évoquer au moment, mais voilà, forcément, l'IoT vient jamais tout seul en fait. Et promis, c'est pas une révision pour le bac de philo de lundi. On a déjà fait l'exercice. Je pense qu'on va laisser la place à d'autres. Alors, l'IoT, qu'est-ce que c'est? L'IoT, si on veut être basique, c'est la rencontre entre l'électronique et l'informatique, ou la rencontre entre un réseau et des phénomènes numériques. Alors, on va rencontrer deux définitions. La première, qui est plutôt puriste, qui est de se dire de l'IoT, c'est du microcontrôleur, c'est vraiment du domaine de la réaction et du capteur, de l'actionneur. Ou alors, on va se dire, l'IoT, c'est tout ce qui est connecté et puis qui est disposé un peu partout. On va simplifier un peu le process. Je vous ai dit, c'est une fin de journée. Vous avez vu plein de choses aujourd'hui. On va rester aujourd'hui dans... pardon. Ouais, je ne vous ai pas défini ce que c'était qu'un microcontrôleur. Un microcontrôleur, c'est quelque chose qui n'a pas d'OS. Donc un microcontrôleur, c'est quelque chose, on le branche, il va exécuter un programme en continu, il va le faire en boucle du moment où on l'allume et jusqu'au moment où on l'éteint. Vous avez ici mon mètre du temps. C'est un ruban de LED d'1 mètre et qui va se colorier au fur et à mesure du temps pour me dire l'avancement dans le talk. Je le débranche, je le rebranche, il recommencera le programme au début. Il ne saura jamais faire autre chose que le programme que je lui ai mis dedans. Là, on est dans le domaine du microcontrôleur. Il n'y a pas de scheduler, il y a du coup beaucoup moins de failles de sécurité ou ce genre de choses, parce qu'il n'y a qu'un seul programme qui tourne. L'embarqué, c'est de dire on travaille dans un environnement contraint. Alors, le plus classique, c'est la taille. Je veux que la caméra elle soit intégrée dans la branche de mes lunettes. Je veux que ce device y tienne des semaines sans être rechargé avec une petite batterie. Donc on va contraindre la consommation électrique. Ou on veut que le device il fonctionne dans un moteur de Formule 1 et c'est soumis à haute température, ou c'est soumis à beaucoup de vibrations, ou c'est soumis à beaucoup de pollution. On peut tout imaginer. En fait, le domaine de l'embarqué, c'est le domaine de la contrainte. L'exemple que j'aime bien, parce que c'est un exemple qui devient assez facile de réaliser presque soi-même, c'est le domaine des CubeSat. Les CubeSat, c'est un satellite qui a un cube de 11 cm, qui doit faire moins de 3 kg et que vous pouvez faire lancer par les Falcon 9 ou ce genre de choses, finalement assez facilement. Alors quand je dis facilement, c'est quelques
quelques dizaines de milliers d'euros, mais un satellite de télécommunication il y a 10 ans, c'était des millions d'euros. Un satellite de supervision il y a 10 ans, c'était des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Là, un CubeSat, c'est tout petit, et puis on peut en satelliser 600 d'un coup. Voilà. Là, vous êtes typiquement dans le domaine de l'embarqué. Alors, sans aller plus loin et partir vers les étoiles, la sonde de température que vous avez dehors, dès l'instant où elle publie une température, voilà, ça résiste à des environnements contraints. Et on a plein de systèmes comme ça. En fait, on est entouré d'embarqués. Dans cette présentation, je vous ai dit, on va simplifier le débat, parce que le but, c'est pas de rentrer dans la technique, c'est vraiment d'ouvrir les chakras et de donner des axes de réflexion. On va considérer que l'IoT, c'est l'embarqué. C'est pas tout à fait juste pour les gens qui font de l'électronique. À la limite, c'est pas très grave. Ça reste une bonne introduction au sujet. Si tout le monde est OK là-dessus, on va commencer notre exercice. Donc bienvenue, moi je m'appelle Emmanuel Feller, Moyowi sur Twitter si vous voulez me retrouver. Je suis un développeur passionné, on me retrouve dans beaucoup de confs techniques, y compris à Devox ou à Sonitech dans 15 jours. Je suis essentiellement connu pour être un développeur Java Scala. Je suis tombé un fin adorateur de Quarkus depuis mars, donc je ne sais pas si vous avez suivi les talks de la journée, mais franchement, ça vaut le coup de regarder. Moi, je suis passionné par la JVM. Je suis aussi passionné par tout ce qui est IoT, l'Internet of Things, pour traduire. Et je suis fondamentalement très ancré dans la transmission. Donc, je suis dans beaucoup d'associations, y compris Devox for Kids, qui visent à transmettre la connaissance du numérique et notamment de la programmation aux enfants. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Je suis papa de 3 enfants, mais gardien de dizaines, voire centaines de microcontrôleurs maintenant. Voilà. Donc, l'IoT au service de l'homme ou l'homme asservi par l'IoT. On a 40 minutes. Alors, j'ai choisi de commencer par les 3 slides que j'utilise régulièrement depuis 2012, que je donne des confs sur l'IoT. En fait, à quoi sert l'IoT? Après tout, on a tous un couteau suisse dans notre poche. On a tous quelque chose qui fait déjà ça. La réponse classique, c'est de dire, mais il y a une application pour ça, pourquoi tu veux faire un device? Et puis, franchement, l'application, c'est smart et tout ça, ça pèse pas lourd. On peut en mettre des centaines, des milliers dans ces petites bébêtes. Pourquoi tu veux absolument des objets? Parce que les objets, ça permet un truc génial, c'est que ça permet de faire des objets spécialisés. Alors ça, si vous n'êtes jamais allé au Brestcamp, c'est les Lightbox. Et donc ça, c'est une photo de 2012. C'est l'objet qui est à la sortie des salles de conférence pour pouvoir dire « j'ai aimé, j'ai pas aimé ». C'est instantané, c'est rapide et ça permet de savoir tout de suite, de faire de la prise de mesure. Encore une fois, ça c'est un slide de 2014. Voilà, j'avais récupéré la capture d'écran. Je ne triche pas, il y a les dates. Et on voit que ce système-là, il s'est développé. Alors maintenant, chaque magasin, on est en 2019, chaque magasin a son heater à la fin pour pouvoir dire comment étaient mes équipes aujourd'hui. Et ça, à quoi ça sert? Ça sert à remonter de la métrique, ça sert à remonter de la satisfaction et pour pouvoir suivre des graphes. L'IoT, c'est bien. Ce domaine-là, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un geste kinesthésique. Ça veut dire qu'on touche. Le sens du toucher, c'est un des sens les plus importants de l'homme. C'est évident, c'est disponible, on n'a pas à réfléchir, on voit un bouton, on appuie dessus, il n'y a pas besoin de notices compliquées, de se dire tu le télécharges sur l'App Store et tout ça. Et donc, voilà, c'est instantané. C'est quelque chose dont la charge mentale est très très basse. La charge mentale, si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à aller lire des choses sur le sujet, c'est de se dire combien d'efforts nécessite le cerveau pour pouvoir faire une tâche. Et dans notre monde qui va de plus en plus vite, on voit que la charge mentale du quotidien est de plus en plus élevée.
la charge récurrente de se dire il faut que je fasse mes courses, mais que j'y aille tant qu'il est ouvert, mais en sortant du boulot, après ma réunion, en étant passé chez la nounou et tout ça, c'est une charge mentale très compliquée. Du coup, un geste kinesthésique, tiens, j'ai plus de bière. Voilà, ça c'est le bouton dash d'Amazon. Et puis, l'IoT, du coup, on peut s'en servir comme gardien. Ça, c'est Moser. C'était un objet qu'on mettait dans sa maison et avec des capteurs RFID, ça permettait de détecter, le petit est rentré de l'école puisque le tag RFID que j'ai scotché sur son cartable vient de passer la porte d'entrée, ou un capteur de température en disant tiens, je viens de passer en dehors de ma plage de contrôle. Voilà. Ça permet de faire les choses tout le temps, inlassablement, avec une constance digne de l'informatique, parce que de l'informatique, c'est bête et con, ça fait ce qu'on lui demande et ça le fait tout le temps. Et tant que vous ne lui demandez pas de faire autre chose, ça va le faire. Et puis, du coup, ça va popper des alertes quand tu auras besoin, et ça ne va pas vous dire « Ouais, il n'est pas rentré à 35, mais il sera peut-être là à 36 ou à 37 ». Ou à 42, et puis s'il n'est pas là à 42, il sera peut-être là à 43, et puis finalement, à un moment donné, on se dit, il est 18h, ça fait 1h30 qu'il est dehors, et comment ça se fait qu'il n'est pas rentré? Donc là, voilà, on a du contrôle systématique. Et puis du coup, une fois que vous avez récupéré l'alerte, la maman est rassurée en disant, c'est bon, mon petit est bien rentré de l'école, je peux passer à autre chose. On rediminue la charge mentale. Alors, des objets connectés, il y en a tout plein. Là, je vous ai sorti quelques objets. Alors, ok, j'ai triché. Le mousseur de robinet n'est pas un objet connecté. Enfin, il y a la version connectée, mais en fait, elle ne se vend plus parce que personne ne l'utilise. Ça, c'est juste un objet intelligent qui permet de dire, suivant la température de l'eau qui s'écoule de mon robinet, attention, c'est rouge, tu vas te brûler. C'est vert, c'est tempéré, tu peux mettre tes mains. Ou, tiens, fais gaffe, c'est un petit peu froid, quoi. Voilà. Ça a l'air de rien, ça permet d'éviter de graves accidents. Voilà. Là, je vous ai pris des exemples classiques. On rentre dans un âge, avec une population qui vieillit, on rentre dans un âge où on a de plus en plus de seniors, de plus en plus de gens qui ne seront pas forcément en capacité cognitive de faire des tâches. Et donc, on vient mettre des petits supports à quelques endroits pour pouvoir dire ça marche ou ça marche pas. Typiquement, c'est le pilulier. Le pilulier connecté qui va pouvoir dire attention, là, mamie n'a pas pris ses médicaments. Ou attention, mamie a essayé d'ouvrir 2 fois le pilulier de suite. Et finalement, c'est peut-être ce cas-là qui est plus grave, en fait. Alors, je vous ai mis le déambulateur. Rigolez pas, c'est un des cas, je pense, les plus utiles de l'IoT sur les personnes âgées. Pourquoi? Parce que toutes les personnes âgées, je l'ai dit, n'ont plus forcément leurs activités cognitives au top. Et il y a des malades d'Alzheimer. Et ça permet de dire, on va laisser les portes ouvertes. Et puis, les gens, on les tracera avec leur déambulateur. Et on n'aura pas de problème pour les retrouver. Alors que quand ils n'ont pas ce genre d'objet, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les portes. Et donc là, du coup, vous avez fait une prison, en fait. L'IoT, ça permet de visualiser. Ah oui, je vous ai dit, il y a le geste kinesthésique, j'appuie, je me sers de l'IoT comme un actionneur, dirigé par une action manuelle ou par autre chose. Mais ça permet de visualiser des choses qui sont difficilement appréhendables facilement. Typiquement, l'exemple classique, c'est le temps. Le temps, vous voyez là la ligne de LED, se colorier au fur et à mesure. Donc on voit que je suis déjà très en retard parce que je suis très bavard. On perd rapidement le fil du temps. Mais nous, on est adultes. On sait encore se dire, OK, je sais à quoi ressemble une minute. Maintenant, pensez à des enfants. L'exemple de gauche, là, c'est ce que j'utilisais quand mes enfants étaient petits pour pouvoir dire, bon, on va rentrer dans le cycle de coucher. Il y a 40 minutes, dans 40 minutes, vous serez couché, la lumière sera éteinte, et voilà comment ça va se passer. Vous avez 3 lignes sur lesquelles vous pouvez jouer,
pendant ce temps-là, il faut qu'à un moment donné, vous ayez mis votre pyjama, fait pipi et être prêt pour l'histoire. À la quatrième ligne, au début de la quatrième ligne, je vais commencer à dire « attention, on commence à dépasser ». Et puis le cinquième ligne, c'est le temps de l'histoire. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas d'histoire. À la fin, là je vous l'ai mis au moment où la dernière LED s'est allumée, le cran d'après, c'est toute la platine passe en rouge. Bon, bah là, c'est moi qui me fâche en fait. Ça a l'air bête. On va dire, franchement, c'est fliqué, c'est compliqué. Non, ça permet juste de mettre une matérialité. Si vous dites à un enfant, tu vas pouvoir jouer un quart d'heure, il va te dire, oh, c'est pas assez en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en un quart d'heure? Par contre, si vous lui dites, tu as 40 secondes pour faire tes dents, ça va, je suis large. Franchement, je suis large. Hein, voilà, la temporalité, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps, surtout l'expérience. Et du coup, les enfants n'en sont pas capables. Ça permet d'objectiver les choses. Dès l'instant où on a mis ça à la maison, on n'avait plus jamais de difficultés pour coucher les enfants, voire même, en fait, on s'est rendu compte qu'on a pu relaxer quelques contraintes. Pourquoi? Parce que, en fait, ils voyaient le temps s'effiler, et donc, à un moment donné, ils devançaient les choses, en fait. C'est explicite. Ouais, une horloge, même avec des chiffres, c'est compliqué pour un enfant de 2 ans. C'est compliqué même pour un enfant de 4 ans. C'est même compliqué pour un CE1. Il n'y a pas que dans ce cas-là. Typiquement, vous avez à gauche ma console de supervision quand j'avais mes propres serveurs, avant que je passe sur des solutions en cloud. Et puis à droite, la solution classique des devices de supervision. Je peux vous dire à gauche que j'ai 3 applications éparses qui sont tombées. À droite, voilà. D'un coup d'œil, c'est compliqué. D'un coup d'œil, il faut réfléchir, se dire non, là, franchement, la température de la salle, elle est bonne, mais il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont. Alors qu'à gauche, on sait le dire. Et puis en plus, en utilisant une matrice de LED assez ergonomique comme ça, on peut se dire toutes mes instances d'un même service, je les mets en ligne. Tout le silo vertical, c'est un silo fonctionnel. Et donc, je sais dire, tiens, j'ai perdu tout un silo, j'ai perdu tous mes clusters Kafka, par exemple. Et là, visuellement, on sait dire, c'est grave, c'est pas grave, faut intervenir tout de suite, ou les scripts de récupération et de redéploiement vont fonctionner. Et il faut vraiment que j'accélère. Quand on parle d'IoT, le vrai problème, c'est la collecte des données. Alors, il y a plein de cas d'usage. C'est vachement bien l'IoT. Ça nous a permis d'améliorer et d'exacerber toutes les chaînes de traçabilité. Maintenant, on sait vous dire, sur le transport, on a respecté la chaîne du froid, alors qu'avant, il y a des produits, ils arrivaient en magasin, peut-être que le transporteur avait éteint son groupe électrogène pour couper le frigo, et on ne le savait pas. Et bien là, on le sait. On sait dire, même sur les choses fragiles, attention, ce truc-là, il a été lâché, voire il a été lancé parce qu'il a subi 1, 2, 5, 10, 15 G. Et on sait aussi dire, ce paquet, il n'est pas perdu, il est à tel point. Voilà. Vive les GPS, vive des sondes qui sont grosso modo pas plus grandes qu'un pouce, qui coûtent 3 fois rien. Donc là, voilà, ça permet ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la collecte automatique, de la systématisation, et du coup, d'être beaucoup plus fiable sur les résultats qu'on prend. Parce que si vous vous dites, tiens, je vais prendre un relevé de température, je vais prendre la température de dehors quand je me lève. Et bizarrement, vous allez voir que le samedi, il fait beaucoup plus chaud. Et le dimanche, alors là, il fait carrément beaucoup, beaucoup plus chaud. Le samedi, je me lève plus tard, et le dimanche, j'essaye de faire la grasse mat. Ouais. Donc du coup, probablement, il fait plus chaud le samedi, ou alors, il y a un biais. Si on a mis un script pour récupérer la température à 7 heures, on aura toujours la température à 7 heures.
Et puis, du coup, cette collecte automatique, elle est vraiment utile pour tout ce qui est données médicales, parce qu'on sait dans quelles conditions les données elles ont été prélevées, donc on sait dire comment on peut les interpréter. Et il suffit de regarder nos poignets. Alors, à gauche, vous avez du cardiomètre, traceur de sommeil, podomètre, voilà. Vous avez la version légère à droite, qui ne fait que podomètre et cardiomètre. Ou alors le tracker de sommeil directement posé sur le matelas. Là-dessus, vous ne vous posez pas la question, les métriques, elles sont collectées, vous n'avez pas de charge mentale parce que c'est fait automatiquement. La seule chose qu'il faut penser, c'est de temps en temps rebrancher le device pour le recharger. Et puis l'IoT, c'est aussi une merveilleuse source de loisirs. Là, vous voulez apprendre à dessiner à votre enfant, vous êtes une truffe en dessin, et vous envoyez sur le projecteur le dessin de n'importe quel Pokémon et il sait apprendre à dessiner son Pokémon. Donc c'est génial. Ça permet aussi, là vous avez en bas le petit robot Cosmo, de l'interactivité parce qu'à l'intérieur de ça, c'est une bête extrêmement efficace en termes d'intelligence artificielle ou tout ça. Elle sait reconnaître un visage, elle sait discuter, elle sait reproduire des gestes que vous lui avez appris. En termes d'interactivité, c'est génial. En termes d'autonomie, le gamin, il sait brancher tout seul son robot, il sait brancher sa tablette dessus, il sait interagir, il sait jouer avec. Et c'est top, quoi. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, qui est une montre. Donc le cœur, c'est fait à base d'Arduino. Et puis, si on enlève le bracelet, on peut utiliser l'Arduino qui est dans la montre pour faire du bricolage. Donc là, vous avez à droite la version du support de la montre qui pilote un petit robot explorateur. Voilà. Et ça coûte quelques dizaines, une petite centaine d'euros. C'est des choses qu'on n'avait pas, en tout cas moi quand j'étais petit, quoi. C'est des choses qui étaient juste impossibles. Merci l'IoT. Alors du coup, qu'est-ce qui peut se passer pas bien? Il n'y a que des avantages là-dessus, non? Déjà, l'IoT s'est connecté jusqu'à ce que le fournisseur il existe encore. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont encore chez eux ce superbe Nabastag, ce robot, ce lapin très rigolo qui bougeait les oreilles en fonction des messages qu'on lui envoyait. Bon, celui-là, plus jamais il bougera les oreilles, sauf si vous les bougez à la main, parce que le fournisseur n'existe plus, parce que les serveurs n'existent plus, parce que les protocoles n'étaient pas open source. Donc, c'est pas possible. Ou alors, sans être aussi morbide sur la structure qu'a créé ce joli device, vous avez Particle qui faisait des choses absolument superbes. Les photons, les internet boutons, c'est top comme truc. Et puis à un moment donné, ils ont changé leur licence. Ils ont dit, au début, quand moi j'ai acheté les miens, alors moi, je vous l'ai dit, je fais du Devox for Kids, je fais des ateliers, ce qui fait que j'ai tendance, quand j'achète un produit, à l'acheter en 1 pour tester, puis si ça me plaît, j'en achète 50. Voilà, sauf que Particle, un jour, ils nous ont annoncé, écoutez, on a du mal à rentabiliser notre service cloud et tout ça, donc du coup, maintenant, il n'y a plus que 25 devices qui sont gratuits. Voilà, je venais de perdre 25 devices, et puis en fait, manque de peau, j'en avais acheté bien plus que 25. Donc là, tout de suite, ça a été compliqué. Après, on parle de droit d'autorisation ou de licence, on pourrait parler de prix, parce qu'il y en a qui ont fait la même chose, en multipliant par 10 la facture, ou juste en se disant oh, ce produit-là, il n'a pas bien marché. Bref, on va faire le suivant. Ok, je fais quoi du mien? Super, merci. Merci. Ah, j'achète le suivant. Ouais, ok. Bon, très bien, j'achète le suivant alors. L'IoT, c'est sécurisé. Sauf certains qui font des choses... on va dire qu'ils font des raccourcis, quoi. C'est-à-dire que stocker des choses en clair sur le device, ça n'a jamais été une bonne idée. Bon, là, ça fait 50 ans qu'on le sait et c'est pas propre à l'IoT. Si on fait les choses proprement, il n'y a pas de raison que
qu'on ait un problème. Sauf que l'IoT, je vous l'ai dit, il ne vient jamais tout seul. Il vient toujours avec une contrepartie en face qui est j'ai produit des données, à un moment donné, il faut que j'en fasse quelque chose, donc je les envoie. Si la plateforme en face se fait poney, vous avez perdu vos données. Ou voire vous avez perdu le contrôle de votre device. Ou voire un jour, vous allez rentrer chez vous et il fera 40 degrés parce que quelqu'un s'est amusé à changer tous les thermostats pour faire fonctionner du fuel, par exemple. L'IoT, c'est sécurisé. Encore une fois, c'est par exemple bug. Alors là, je pense plutôt aux plateformes qui intègrent des OS, donc de l'Android ou du Raspberry Pi ou ce genre de choses. Si on arrête de faire des mises à jour, vous devenez vulnérable à toutes les failles de sécurité qui sont trouvées après. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur le thème de la sécurité. Il y a une excellente conf à Devoxx. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas tout à fait le lien, mais de toute façon, je publierai les slides, donc vous l'aurez. Si vous vous intéressez vraiment à la sécurité dans l'IoT, voilà, il y a une très belle conf à Devoxx cette année, je vous la conseille. Alors, dernier sujet, l'IoT, ça respecte la vie privée? Ouais. Oui, bien sûr. Vous avez produit des données, vous pouvez maîtriser complètement la plateforme sur laquelle vous êtes, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Êtes-vous sûr de maîtriser complètement la plateforme? Voilà. Votre montre Garmin ou votre podomètre ou whatever, il met où les données? Voilà. Moi, j'aurais une seule remarque dans ce cas-là. La meilleure donnée privée, c'est celle qui n'est jamais collectée. Voilà. Ça n'a l'air de rien, hein. C'est une tautologie de se dire je fais de l'IoT, je vais produire des données. Ouais, où est-ce qu'elles vont aller et est-ce que vraiment j'en ai besoin? On en reparlera. L'IoT, j'en ai parlé tout à l'heure, pour le coup, ça aide à maintenir l'autonomie tant que ce n'est pas pour enfermer les gens. Alors vous allez me dire, ouais, le déambulateur, c'est génial, on a ouvert les portes. Ouais, mais par contre, dire à la petite grand-mère, la personne âgée qui est là, écoute, tu sais quoi, je vais te filer une montre. Ça sera cardiomètre, ça sera fréquence-mètre, ça sera podomètre, ça va calculer l'hydratation aussi pour savoir si tu bois bien ton verre d'eau tous les X temps. Et puis, à côté de ça, j'ai te filé une balance connectée. Hein, comme ça, en plus, je surveille la masse graisseuse et tout ça, voir si tout va bien. Et puis, tu sais quoi, je vais te filer un tensiomètre. Et puis, toutes les semaines, tu vas prendre ta tension. Hein, et puis, si ça ne va pas, on te dira tous les 2 jours, tu prends ta tension. Voilà. Et puis, tout ça, c'est monitoré avec des envois très fun par mail. Attention, vous avez fait un écart, vous ne rentrez plus dans votre contrat d'assurance. Eh ouais, parce que là, je ne suis pas en train de vous parler d'un produit complètement déconnecté. Rigolez pas, il y a des gens qui travaillent dessus. Et quand je dis il y a des gens qui travaillent dessus, je ne dis pas c'est 2030 ou c'est 2035 ou un jour on le fera. Non, ça c'est 2020. Ce genre de fonctionnement est déjà en cours d'expérimentation, de test ou de développement. Donc, alors vous allez me dire, moi je suis le mauvais exemple parce que quand ma mère veut avoir des nouvelles fraîches de moi, elle regarde sur Twitter parce que c'est plus rapide pour elle. De quel droit tu viens nous dire ça? Ouais, mais c'est une vraie question de rapport au monde. Est-ce que faire du maintien à domicile, ça se fait forcément de manière outillée et puis que outillée? Et est-ce qu'on en oublie l'aide-soignante qui passe tous les jours et qui vient boire un petit café? Voilà, ça c'est important aussi en fait. Alors ça, je vous ai dit, l'IoT, ça monitore les écarts de conduite. Bon, spécial dédicace pour Fanny. Ça c'est un tweet récent, hein, c'est le 19 mai. Le food tracker dit là tu fais des excès. Ouais, elle est en train d'allaiter. Pour les gens qui ont eu des enfants le savent. Pour les autres, spoiler alerte, une femme qui allaite, elle mange plus en fait. Et c'est normal. Ce n'est pas un bug. Voilà, pour le food tracker, c'est un bug, c'est un écart et ça ne va pas.
Et puis du coup, pour le tracker de sommeil, c'est pareil, se lever 4 fois dans la nuit, c'est mon Dieu, tu vas sur Facebook. Non, 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 non. Quand on est jeune parent, se réveiller 4 fois par nuit, c'est normal. Ça s'appelle nourrir son enfant, en fait. Donc voilà, il faut faire attention. L'IoT, le caractère inlassable et reproductible tout le temps, il y a des fois, on aimerait bien pouvoir y envisager des écarts, et des écarts qui sont dans la normale, en fait. Alors vous allez me dire, je vais reprendre mon super couteau suisse, quelle différence avec une application? Parce que a priori, il n'y a pas de souci, on a déjà ces problèmes-là avec les applications, et puis on y a déjà répondu, quoi. Ouais, sauf que le téléphone, vous y pensez. Un, parce que c'est devenu notre doudou, donc on l'a toujours à portée de main. On l'a toujours à portée de main et on est toujours en train de le tripatouiller. Un, pour vérifier quelle heure il est, est-ce que je suis à l'heure, est-ce qu'il a encore de la batterie, est-ce qu'on a essayé de me joindre, est-ce que quelqu'un m'a mentionné sur Twitter ou pas. Alors qu'un objet, il est posé là, vous allez l'oublier. La montre, vous allez la mettre tous les matins, mais vous allez oublier qu'elle prend votre cœur, qu'elle prend vos pas, qu'elle prend votre déplacement, qu'elle prend votre position GPS. Et puis, le jour où vous avez une réunion vraiment confidentielle, moi, les réunions vraiment confidentielles, le téléphone, il ne rentre pas dans la salle. Voilà, maintenant, on est obligé de mettre des panneaux avec des petits paniers en disant, alors, vous enlevez votre téléphone, vous enlevez vos montres, vous enlevez vos trucs, vous enlevez vos machins. Ça va devenir vraiment compliqué, en fait. Hein ? Et là, on n'est pas juste en train de se dire, on va mettre un brouilleur GSM dans la salle, parce que ces devices-là, ils stockent la donnée en local, et puis ils l'envoient quand ils ont du réseau. Voilà. Et allez, j'ai modifié le slide avant-hier. Bah ouais, parce que tout le monde se souvient du thermostat Nest. Hein. Non, non, ce n'est pas un bug. Il y a bien un micro dans le thermostat Nest. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour pouvoir faire du réglage de thermostat à la voix. Ouais. Personne n'avait été prévenu qu'il y avait un micro dans les thermostats Nest. Personne ne le savait. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui a ouvert et qui a dit « Tiens, ce composant-là, il fait quoi ?» Et puis les 2 trous dans le carter, là, ils servent à quoi? Si ce n'est à faire rentrer du son. La même chose s'est passé donc, il y a quelques jours sur Monsieur Cuisine, qui est le Thermomix low cost qui a été fait par une marque de discounter. Ils ont joué avec l'appareil et puis ils se sont rendus compte que l'écran tactile, pour gagner du temps, c'est une tablette Android qu'ils ont sorti, qu'ils ont packagé, et voilà. Et du coup, le micro, ils l'ont gardé. Et plus qu'ils l'ont gardé sans savoir, ils l'ont gardé, ils l'ont mis à un endroit du carter où on pourrait bien capter les sons, et ils ont fait 2 trous dans le carter. C'est pas complètement inoffensif, en fait. C'est pas fait zut. On a complètement oublié que dans les putains de tablettes Android qu'on a packagées à l'intérieur, il y avait un micro. Ça a été fait, ça a été pensé. Alors, on ne reparlera pas non plus du scandale Volkswagen avec la détection du banc de test, mais on n'en est pas loin, en fait. Alors là, pareil, spoiler alerte sur les services de com. Non, c'est parce que dans une version future du produit, peut-être qu'on fera de l'invocation à la voix. On cuisine souvent à la voix chez vous. Et des exemples comme ça, on pourrait en avoir des centaines. Voilà. Bon, on parle d'IoT, il nous reste encore un petit quart d'heure. Tout n'est pas noir, les choses changent. Ça, c'est le retour de la conférence d'Apple il y a une semaine, il y a quelques jours, où Apple a dit, voilà, notre métier maintenant, il change, c'est de dire, on va essayer de faire des applications qui collectent le moins de données. Notre métier, c'est de vous fournir un moyen, c'est pas de traquer vos données. Et donc, on va essayer de réfléchir à comment on fait un device, comment on fait des applications qui sont frugales sur la donnée qu'elles consomment. Ils ne vont prendre que la donnée nécessaire, strictement nécessaire, et on va essayer d'aller dans ce sens-là. Donc les choses avancent lentement,
le RGPD est passé par là, les réactions sont passées par là. Voilà, faut voir dans quel sens ça va. Bon, là-dessus, on a parlé de tous les produits grand public, enfin, en tout cas que vous pouvez acheter tel quel dans un supermarché ou en ligne. Bon, mais si je fais les choses chez moi, ça pose pas de problème du coup si je fais les choses chez moi. Bon, là-dessus, faudrait se poser la question de, forcément, on est tous développeurs, on fait du code, on sait que des fois, on fait des choses qui ne marchent pas, donc ça tombe en panne. Donc la question principale, c'est la question de la résilience et par conséquent la question de la sécurité. Vous savez qu'un escalator ne tombe jamais en panne. On n'a jamais vu un escalator en panne. Bah ouais, parce que quand il ne marche pas, c'est un escalier. Eh ouais. Ça a l'air stupide, mais si vous prenez une serrure connectée, allez, vous n'avez pas confiance dans le fabricant, vous fabriquez votre serrure connectée. Elle est aux petits oignons. Ouais, un jour, vous aurez une coupure d'électricité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure d'électricité? La porte, elle reste fermée, elle s'ouvre. Bon, et puis du coup, on va prendre un scénario très classique. Il y a un incendie chez vous. Quand il y a un incendie, en général, la première chose qui tombe, c'est le réseau électrique. Et du coup, vous pouvez sortir de l'appartement ou pas? Ah ouais, c'est une vraie question. Donc là-dessus, la vraie démarche de conception, c'est de se dire, je vais faire un objet qui va venir en support. Oui, ok, ma serrure connectée, ça reste avant tout une serrure. Et potentiellement, j'ai un actionneur qui tournera une clé à l'intérieur. Et voilà. Mais au moins, ça reste une serrure. Et du coup, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas de réseau, ok, elle sera peut-être plus dure à tourner, mais en tout cas, elle continuera à marcher. Alors, dans ce même type d'idée, quelques impératifs à penser. Un, la configuration. On fait de l'IoT, on fait des choses qui sont connectées. La première chose qu'il va falloir configurer sur l'objet, c'est le point vers lequel on va. Alors vous allez me dire, là c'est tout simple, on met un DNS. Ouais, du coup, il faut être certain de toujours garder le même DNS. Et du coup, comment on fait? On fait un DNS par objet, enfin un sous-domaine par objet, un sous-domaine par classe d'objet. Voilà, là-dessus, je ne vous apporterai pas de réponse, j'apporte des points à réfléchir. Et puis, comment je vais le configurer? Là-dessus, pour régler la durée, ce matin, j'ai modifié le programme et je l'ai reflashé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bouton de configuration. Il était au format Devox 40 minutes. Ici, DevFastLead 50 minutes. Et du coup, pour pouvoir le reconfigurer, il faut le reflasher. Vous allez me dire, on est tous développeurs, c'est pas un problème. Ouais, en fait, c'est un problème sur la traçabilité des programmes. C'est un problème sur la traçabilité des outils de build. Si j'étais venu avec mon autre Mac, il n'a pas le leader Arduino dessus, j'aurais pas pu le reflasher, j'avais pas mon suivi du temps. Faut penser, quand on crée un objet, qu'on va le faire, je ne vais pas dire agile parce que pour certains, ça évoque de mauvais souvenirs, mais au moins de manière évolutive, par des petites itérations. Commençons très très simple. Honnêtement, là, je ne me suis pas fait suer. C'est un Arduino, un ruban de LED. J'ai même noué le ruban de LED avec les fils électriques et ça fait le job. L'itération 1, elle est parfaite. L'itération 2, pour ceux qui viendront à Sunnytech, la verront à Sunnytech. C'est une jolie platine en bois avec le maître du temps dessus. Voilà. Ça avance au fur et à mesure. Du coup, le problème de configuration aujourd'hui, on va faire qu'à Sunnytech, on ne l'aille pas. Je vais mettre un sélecteur et puis on pourra dire je suis en position 1, position 2, position 3 et ça sera beaucoup plus simple. Voilà, la simplicité, c'est le maître mot. La simplicité, c'est ce qui fait que votre outil, il va rester utilisable et du coup, probablement, c'est aussi ce qui fait qu'il sera utilisé. Si je reviens sur mon maître du temps,
Souvenez-vous, celui pour les enfants, pour le temps de coucher. On aurait pu se dire, très bien, on va collecter l'heure de démarrage, comme ça en plus on pourra faire des graphes en disant à quelle heure on a démarré, et puis tendanciellement, est-ce qu'on va aller coucher plus tôt ou plus tard, et puis quels sont les accidents, quelles sont les causes d'accidents, on pourrait faire du post-mortem dessus et tout ça. Ouais. Alors, en fait, la première version que j'avais fait, elle faisait ça. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie, et puis c'est des petites choses rigolotes à faire. Sauf que jamais j'ai touché les données, donc du coup, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Par contre, je me suis rendu compte que des maîtres du temps, et on a la question pour Sonitech, des maîtres du temps, de temps en temps, on veut synchroniser des salles. Parce qu'on est dans une conférence, on veut synchroniser des salles, et du coup, ça serait bien qu'ils puissent communiquer entre eux et qu'ils puissent communiquer à un go. Ok, voilà. Là-dessus, on va plutôt avoir une approche en deux temps. C'est un objet qui récupère le go et qui le transmet à un actionneur, et l'actionneur va vérifier son action. Plus vous ferez des objets de petites features, de petites fonctionnalités, plus ils seront faciles à moduler ensemble. Et quand on dit modulation, on va penser à Yo. Ouais, si vous ne connaissez pas, allez voir l'appli Yo, c'est une merveille. C'est d'une simplicité enfantine, c'est de dire j'ai un destinataire et je lui envoie un Yo. Voilà, quand j'envoie un Yo à un objet, ça allume une lettre pour dire tiens, je suis passé prendre le pain. Voilà, ça évite qu'on se retrouve avec 4 fois du pain à la maison. Le premier qui envoie un Yo permet de notifier tout le monde. De la frugalité, j'en parlais tout à l'heure. La frugalité, c'est de se dire, là, on consomme le strict nécessaire de ressources. Alors, en données, mais en ressources aussi. Là, on a un Arduino qui est pas très puissant, qui est vraiment le minimal qu'il faut pour pouvoir piloter des LED. Ça sert à rien de sortir un Raspberry Pi avec un OS, avec plein de choses pour pouvoir faire ça. Ça ne sert à rien de prendre un microcontrôleur qui est extrêmement puissant pour faire ça. Juste le plus basique possible, ça permet de le faire. Vous allez me dire, on va gagner 3 fois rien. Ouais, mais 3 fois rien par 15 objets dans la maison, ça fait déjà plus 3 fois rien. Et puis les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. Soyez frugal dans votre consommation de ressources. Mais c'est pareil de l'autre côté, hein, parce que quand on dit on fait un objet extrêmement économe en énergie parce que je ne veux pas changer la batterie, extrêmement économe en data parce que je fais attention à la vie privée, mais que j'envoie tout ça sur un cluster, allez, ça va faire rigoler Laurent, mais un cluster Kubernetes de 5 nœuds où finalement en overhead vous avez plus de machines que de nœuds actifs. Voilà. Honnêtement, ça ne sert à rien d'être économe dans ce cas-là, quoi. Et la frugalité, elle est importante partout. Voilà. Du coup, quand vous faites votre propre projet, faites attention à la vie privée. La vie privée, c'est OK, c'est votre donnée, c'est votre device et tout ça. Si vous envoyez les données sur Facebook, vous avez envoyé les données sur Facebook, whatever, que ce soit vous qui ayez fait l'objet ou n'importe qui d'autre. Alors sur la collecte des données, vraiment je vais passer très très vite parce que je voudrais arriver aux 5 derniers slides. La question c'est de se dire quelle est la donnée que je produis. Est-ce que la donnée de temporalité de mes enfants au coucher, finalement, j'ai besoin de la produire et de fait je la produis en ayant démarré mon microcontrôleur, mais est-ce que j'ai besoin de la traiter? Est-ce que j'ai besoin de la consulter dans le temps? Et puis, si j'ai besoin de la consulter, est-ce que j'ai besoin que du dernier snapshot, c'est-à-dire l'état courant? Auquel cas, je vais penser à un stockage classique. Ou est-ce que je veux récupérer l'état toutes les secondes, ou toutes les millisecondes, ou toutes les journées? Et dans ces cas-là, pensez surtout time series. Pourquoi? Parce que si vous stockez dans des bases de données classiques, votre base de données, elle va faire un peu chou-fleur, elle va exploser dans tous les sens.
Pourquoi? Parce que des données time series, vous allez voir que ce ne sont pas tout à fait des données comme les autres, et que vous allez avoir du mal à les indexer facilement. Voilà, petit reminder par rapport à tout à l'heure. L'IoT, ça respecte la vie privée tant que vous maîtrisez l'utilisation des données. Donc la meilleure donnée privée, c'est celle qui ne sera jamais collectée. Et tout ça, c'est une question de compromis. C'est une question d'arbitrage entre de la liberté, du confort et du respect. Et c'est vous qui allez positionner les choses. Alors, on pourrait parler de transhumanisme. Il y en a qui se font implanter des puces RFID sous la peau. Ok, à chaque fois que vous passez un magasin, on sait vous scanner. Il n'y a rien de secret là-dedans. Il y en a même qui vont plus loin en se disant je me fais implanter des circuits intégrés directement sur la peau. Ok, pourquoi pas? Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas le temps, mais on peut en dire beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire tout ça, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une société très individualiste dans laquelle chacun va s'auto-monitorer et puis chacun va surveiller ses petits trucs et on va vraiment vers une utilisation très personnelle et très égoïste. Et donc, quand je sors de mon magasin, je veux bumper le bouton rouge pour dire « Oh là là, le monsieur m'a pas souri aujourd'hui » et donc il se fera taper dessus après, hein, faut pas se leurrer. Enfin, pourquoi on collecte des données de satisfaction? C'est pour pouvoir dire « Vous n'êtes pas assez bon, on va pas payer les primes et voire on va pas vous garder en fait ». Donc ça, c'est vraiment un choix de société. Et là-dessus, j'aurais qu'une seule truc, c'est de dire on n'emprunte pas la terre de nos ancêtres, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Ça, c'est Saint-Exupéry qui reprenait un proverbe africain. C'est pareil sur les données, c'est pareil sur les consommations d'énergie, c'est pareil sur les aspects pollution. Si vous faites de l'IoT en multipliant les objets et que fondamentalement, tout ça c'est du plastique parce que vous avez imprimé les carters en 3D et tout ça, à un moment donné, ça doit poser question. Alors, pour aller jusqu'au bout de la démarche, j'ai juste envie de vous dire, essayez. Parce que pendant 48 minutes maintenant, j'ai essayé de vous donner les pour, les contre, les tenants, les aboutissants. Vous allez peut-être me trouver simpliste sur certains aspects, jusqu'au boutiste sur d'autres, pourquoi pas. Faites-vous votre propre opinion, essayez. La façon la plus simple là-dedans, c'est de dire, visitez les Fab Labs, vous y trouverez plein de gens avec plein de compétences que vous n'avez pas et qui viennent d'autres horizons que vous. Vous leur apprendrez des choses en développement, ils vous apprendront des choses sur les côtés maker, intégration, électronique. On y fait des choses merveilleuses. Et puis surtout, prenez position. Prenez position, ne restez pas pensif devant le débat. À un moment donné, c'est important de se dire, voilà, ma ligne sur l'IoT, c'est ça. Moi, des tatous connectés, ça ne se fera jamais. Un Google Home, ça ne se fera jamais. Et voilà. Après, c'est des choix personnels. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit des Alexa, c'est génial, j'en ai mis un dans chaque pièce. Ok, c'est ton choix, je respecte. Mais qu'est-ce que tu penses de ces aspects-là? Et il m'a dit, ouais, c'est pas grave. Ok, très bien, c'est ton choix, tu l'assumes, à la limite, c'est très bien. Prenez position, définissez votre doctrine, essayez de la suivre. Et puis, surtout, je dirais que le plus important maintenant, engagez-vous.